Et j'étais passé lui annoncer la bonne nouvelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la télévision du Monde. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité société, découverte macabre d'un corps sans vie d'une femme âgée de 33 ans au domicile de son petit ami. Que s'est-il réellement passé? Nous entendrons le principal suspect dans quelques minutes. Insécurité dans la région du Nord Cameroun, le phénomène de prise d'otages refait surface. Ce week-end dernier, une tentative a eu lieu à Bizarre dans le département du Mayoleti. Retour sur les faits dans ce journal. Et puis, la masse populaire s'inscrit en faux contre l'arrestation de Kevin, jeune élève de terminale accusé de fraude. Des publications de soutien à l'endroit du jeune garçon sur les réseaux sociaux par des internautes et stars sont devenues virales depuis son arrestation. Quelques-unes de ces stars se sont exprimées au micro de Charles Fils et Languet. En politique, le chef de l'État vient de signer un décret portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. On en parle dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue au 19h45. À tout de suite. Mesdames et messieurs, ouvrons cette édition de l'information en fait de société. Le corps sans vie d'une femme âgée de 33 ans, tenue d'Adam et Ève, a été retrouvé au domicile de son petit ami. Le dernier âgé alors de 71 ans. La scène s'est déroulée au village Bois-d'Ibo, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo. Le principal suspect s'exprime au micro de Jean-Germain Yetna. C'est dans cette chambre de fortune de son amant que le corps sans vie de la jeune demoiselle, allongée sur le lit en tenue d'Ève, a été retrouvé aux premières heures de ce lundi 7 septembre 2020 à Bois-d'Ibo, village situé dans l'arrondissement de Dibombari, dans le département du Mungo. Arrivé la veille pour une prise en charge sanitaire auprès de son petit ami, parce que souffrante. Et c'est ce dernier, le nommé Ebanga François, âgé de 71 ans, qui fait le constat du décès de Ngono, 33 ans, après une nuit avec sa défunte compagne, selon les riverains. On a eu un cas d'une femme qui est décédée dans une chambre de son ami. Et puis, il a fallu que j'appelle les autorités compétentes, surtout le commandant de brigade, la police et la brigade, le commissariat spécial. Rapproché pour plus d'amples informations, dans un balbutiement, le principal suspect, handicapé moteur et pêcheur de profession, au village Bois-d'Ibo, tente de relater les faits. Je remarque la fille au quartier, parce qu'elle est yaoundé comme moi aussi. Il dit, c'est comment tu es maigre comme ça? Il dit que papa, ça ne va pas. Je suis malade, hier j'ai vomi le sang, je suis venu chercher les remèdes pour la typhoïde. Je dis, mais pour la typhoïde, tu vomis le sang et puis tu viens chercher les remèdes des brousses pour la typhoïde pour préparer. Il fallait aller d'abord à l'hôpital. Si l'hôpital va dire qu'il faut la typhoïde, c'est là que tu peux venir. Tu vomis déjà le sang, c'est déjà grave. Elle a dit, ok, elle a compris, mais demain, elle va chercher les... Pour le moment, je veux boire d'abord l'eau. C'est comme ça, elle m'a dit qu'elle veut d'abord boire le comprimé paracétamol. Elle est entrée maintenant dedans, elle a pris le bidon. Je l'ai suivie. Elle a pris maintenant le bidon, elle a bu le paracétamol. Elle s'est assise sur mon vieux lit. Je dis, mais elle a respiré. Je dis, tu vois ta respiration. Cependant, elle était déjà assise sur mon vieux lit. C'était aux environs de 6h moins 20. Hein. Elle est décédée aux environs de 6h30 comme ça. Pendant toute la nuit, elle ne faisait que toucher. Elle ne vomit rien. Je lui ai donné 2 seaux, que peut-être c'est encore le sang. Elle ne vomit rien. Pendant qu'elle montait, elle sortait, elle entrait. Elle sortait, entrait 2 fois. Je ne sais même pas quand tel que ses habits sortent, il enlevait ses habits. J'étais couché au sol, je lui ai laissé le lit. Elle touchait
dans la nuit. Je lui ai laissé le lit et je ne connais pas ses parents. Je l'envoie de temps en temps au quartier avec ses camarades et ses amis garçons. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Djibombari et un médecin légiste sont arrivés sur les lieux. Ils ont eu à faire le constat et les infirmiers ont eu aussi à faire leur constat. Bon, le reste maintenant, c'est aux autorités, au commandant et le commissaire spécial, etc., de voir ce qu'il faut faire. Le corps sans vie de la jeune Ngono, âgée de 33 ans, a été déposé dans une morgue à Djibombari et son amant, Ebanga François, 71 ans, interpellé pour enquête approfondie. On a mis sur le choix à la télé, on va pas te dire. Je te dis ça d'abord. Je vais te garder. Triste fin pour cette jeune fille et toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée. Restons en fait de société et pour cette fois-ci s'intéresser à l'inhumation de l'homme d'affaires Mathéou Zoyem Pascal, décédé des suites d'assassinat à Garoua, des obsèques qui se sont déroulées sous fond de tension et durant l'enterrement. La veuve Nadège Toyem a été accusée d'avoir quelque chose à voir avec le meurtre de son mari, des accusations qu'elle balait du revers de la main pour clamer innocence. Plus de détails, c'est avec nos reporters Frédéric Moutomé et Rostand Difo. Assassiné par des hors-la-loi dans la nuit du 2 au 3 août 2020 dernier à Ngaoundéré, l'homme d'affaires Pascal Zoyem, dont la mort avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, a été conduit à sa dernière demeure ce week-end à Bacham, son village natal. Bien avant cette cérémonie funéraire, l'enquête préliminaire mise en route par les éléments de force de l'ordre et de sécurité avait conduit à l'interpellation d'un gang de présumés assassins dont l'un des frères du défunt est reconnu comme membre du gang. Quand je descends en Ngaoundéré, le Lamido me dit que mon fils, est-ce que vous êtes croyant? Je dis oui. Il dit dans 7 jours, vous aurez la solution. On va trouver ceux qui sont coupables, les meurtriers de votre frère. Ceux même qu'on a culpabilisés aujourd'hui. Je n'avais même pas imaginé un seul instant qu'ils pouvaient être à l'origine de ça. Il y a un membre de la famille, le petit frère en fait, qui a été culpabilisé par rapport à ça. Seulement, cette arrestation ne fait pas l'unanimité au sein de la famille du défunt qui accuse aussi l'épouse d'être responsable de cette tragédie. Dame Nadège Zoyem, qui a bénéficié du soutien des autorités administratives pour participer aux obsèques de son mari, lâchement arraché à la vie, clame haut et fort son innocence. On a saigné l'image de mon mari. On a insulté la mémoire de mon mari, racontant les ragots contre mon mari et moi. J'étais l'ami de mon mari quand maman venait de dire ton pied, mon pied. Monsieur Daouda de Soupoufin, vous me connaissez depuis Ngaoundéré. 6h30, je suis avec mon mari. 19h, je rentre à la maison. Aujourd'hui, on dit que j'ai découché, monsieur Daouda. Mon mari n'a jamais eu un problème d'infidélité dans son couple. Mon mari m'a jamais accusé d'infidélité. Aujourd'hui, on m'accuse d'avoir des enfants avec leur frère. Je suis la vive innocente à part cette œuvre de paix où tout le monde veut me condamner. Je suis innocente, je suis innocente. Je ne connais rien sur la mort de mon mari, mais tout ma tante m'attendait. Yaoundé m'attendait avec des couteaux dans ma tête. On a failli brûler le but de touristes à Yaoundé parce que Yaoundé dit que j'ai tué mon mari. On est venu ôter la vie de mon mari devant moi. Les gens qui n'ont pas pitié d'une personne, d'une veuve comme moi, veulent m'incriminer. Pourquoi cela? Défendez-moi, chers autorités. Je suis innocente à travers cet arbre de paix. Parce que Dieu était tout pour moi. Ta propre famille t'a réduit à zéro. Mon héros, on a sali ta mémoire. Et alors que la famille reste fortement divisée, depuis le décès de l'homme d'affaires Pascal Zoyem, le chef du village, en cette occasion, appelle à l'apaisement des cœurs. Et ce n'est que dans la paix qu'on peut trouver une solution. Cet arbre de paix est une feuille de route pour pouvoir trouver de quoi, de quel mot il s'agit. Et si par contre, les accusations sont vraies, nous trouverons une solution. Mais ce que je conseille à mes frères,
c'est de prendre patience, de se calmer pour que les enquêtes puissent aboutir à une transparence pour cette mort tragique. Désormais, dans l'au-delà, la famille de Pascal Zoyem continue d'attendre la suite de la procédure judiciaire ouverte à cet effet. Pour l'heure, à Bacham, les commentaires vont bon train autour de ce décès et chacun attend certainement le fin mot de l'histoire à travers la justice saisie à cet effet. Pascal, est-ce que tu entends ça? Regardez ma petite Pascal, la voici. Et après cet enterrement de l'homme d'affaires Pascal Zoyem, les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat. Parlons à présent de toute autre chose et intéressons-nous à l'affaire Kevin. Depuis l'arrestation de ce jeune garçon accusé de fraude pendant le déroulement des examens, les débats deviennent passionnants autour des circonstances de cette arrestation. Plusieurs sur la toile et sur les réseaux sociaux font des publications pour revendiquer la libération de ce dernier, suivant ce reportage de Charles Fils et Languet. Libérer Kevin, c'est cette phrase exclamative qui exprime l'indignation de l'opinion publique suite à l'incarcération du jeune Gassam Kevin, âgé de 18 ans, accusé d'avoir partagé à travers les réseaux sociaux des épreuves du baccalauréat 2019-2020. Depuis quelques jours, son image défile à travers les médias sociaux sous forme de campagne où chacun y va de son sentiment et de son opinion. Leaders d'opinion, artistes, footballeurs, chanteurs et hommes du showbiz, tous semblent unanimes sur le fait que le séjour carcéral de cet élève de terminale domicilié à Baganté s'avère un peu trop sévère pour un jeune de son âge. Kevin, et qui se retrouve à Kondengui. Alors, monsieur le juge, monsieur le procureur, débrouillez-vous. Ou le ministre de la Justice, sortez ce garçon de la prison de Kondengui. Il n'a pas un crime de sang entre les mains. Sortez-le de la prison, on n'a rien à faire là-bas. D'accord, concernant Kevin, il est bien vrai. Parce qu'un peu de partout, on entend des demandes de le libérer. Mais je crois qu'à un certain niveau, selon la loi camerounaise, la tricherie est à sanctionner. Donc ce qui est question, ce qu'il faut d'abord savoir ici, c'est de savoir si réellement le jeune a eu à partager les épreuves. Si oui, c'est une tricherie. Donc ça fait partie déjà d'une faute et ça mérite une sanction. Mais maintenant, est-ce que la sanction qu'il est en train de subir mérite son sort? Je crois que là, il y a des personnes de droit qui peuvent mieux développer la chose. Pour un petit garçon de 18 ans, être incarcéré dans une prison où on trouve des violeurs, des fumeurs des chambres, moi je pense que c'est trop pour lui. On pouvait prendre d'autres punitions telles que le suspendre pour quelques années sans toutefois composer. Le jeter en prison, pour moi, c'est de trop pour un jeune garçon de 18 ans. Ok, donc pour moi, pour le petit Kevin, moi je pense qu'il n'est pas à sa place en prison. Je pense que sa place est comme un enfant, comme un élève. Il mérite une punition, mais la prison, c'est pas sa place. Sa place est comme un père avec un enfant. Voilà, un père dont son fils a commis un délit, il ne va pas l'envoyer en prison. Il va lui dire, voilà, il ne faut plus faire ça, c'est la dernière fois, ou bien une punition qui va avec son âge, quoi. Voilà ce que moi je pense à ce propos. C'est pas sérieux pour ceux qui l'ont mis avant en prison. Voilà, c'est des parents en plus, c'est pas sérieux. Pourtant, la loi camerounaise situe la majorité pénale à 18 ans. À en croire des sources, le jeune Kevin ne serait pas le seul dans le lot de ces arrestations. Des personnes accusées de fraude, des enseignants et étudiants subissent le même sort dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé. En attendant de voir de nouveaux rebondissements sur la désormais affaire Kevin, il est important de noter que nul n'est censé ignorer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais par ailleurs, ces lois sont ici manipulées par des hommes. Et l'arrestation de ces 5 présumés élèves fraudeurs aux examens de fin d'année nous emmène à nous poser l'interrogation: pourquoi les avoir arrêtés et pas les fonctionnaires de l'Office du baccalauréat? Élément de réponse dans ce reportage que signent Patrick Goignan et Patrice Foucault. Les dernières incarcérations survenues ces jours en relation avec la fraude aux examens du baccalauréat 2020 suscitent émoi et stupeur au vu de l'âge et de la responsabilité des mises en cause. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que les fonctionnaires de l'office du bac, eux, ont eu une mesure conservatoire, c'est-à-dire que, en attendant que des sanctions disciplinaires et surtout pénales ne soient prises à leur encontre, le ministre a d'abord pris une mesure conservatoire. Maintenant,
Pour les jeunes qui sont en détention provisoire, ou du moins qui sont en détention pour l'heure, il faut indiquer qu'ils ont quand même participé à ce qu'on appellerait une masse de fraude. Et vous savez que la fraude est justement une infraction qui est condamnée et réprimée par notre code pénal. Bon, si aujourd'hui nous avons les agents de l'office du bac qui sont encore en liberté provisoire, il faut savoir que le juge d'instruction est le seul à pouvoir juger de l'opportunité des arrestations ou des incarcérations ou justement de l'attribution de ce que j'appellerais des détentions provisoires. Donc dans le cas de l'espèce, nous espérons penser qu'il s'agit d'une appréciation du juge d'instruction qui décide à son âme et conscience de placer ses enfants, je crois, en détention provisoire en attendant justement d'avoir plus clair sur la question. La levée de bouclier observée autour de cette affaire, demandant la libération sans condition du jeune Kevin et compagnie, semble humainement acceptable. Vous savez qu'à 18 ans, au Cameroun, on est pénalement responsable. Bien entendu, à cet âge-là, c'est quand même difficile de pouvoir espérer à une condamnation d'un enfant de cet âge-là. Ça peut le bouleverser psychologiquement, ça peut attenter à sa vie scolaire, parce que vous savez, à 18 ans, on est jeune, on a des ambitions, et c'est un âge autour duquel l'enfant doit être psychologiquement préparé pour construire son avenir. Or, si aujourd'hui il fait l'objet d'une condamnation, cela fera très mal. C'est la raison pour laquelle vous avez donc vu toutes les sorties avec les collectifs d'avocats, avec la société civile qui est montée sur le chrono, avec même, j'ai vu une masse des étudiants, des élèves, des établissements, des différents établissements qui sollicitent sa libération. Peut-être qu'une libération d'abord provisoire, mais en attendant que des responsabilités puissent être relevées. Une question demeure, à qui la faute? Vous savez, la première responsabilité émane des agents. Quand vous tirez une épreuve, l'épreuve est considérée comme restant inconnue de ceux qui participent aux examens. C'est ce qu'on appelle assurer le principe de l'égalité et du traitement égalitaire des élèves qui composent. Parce que ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que lorsque certains élèves se retrouvent déjà avec les épreuves avant, ça rend donc le principe de l'égalité et surtout les principes de chance de réussite des uns et des autres. D'où donc la question à chaud. Et ce qui semble aujourd'hui, peut-être si vous demandez mon opinion, c'est que ça peut simplement servir aux autres de comprendre que les examens sont des moments que l'on qualifie d'ordre public, c'est-à-dire qu'une épreuve ne doit pas se retrouver dehors parce que ça peut générer des tensions sociales, parce que ça rompt le principe de l'égalité entre les élèves. L'image du Cameroun est une fois de plus écornée selon l'universitaire. Lorsque nos diplômes sont présentés au même titre que les diplômes tchadiens, maliens, béninois, hors du pays, on a toujours privilégié les diplômes des étrangers, des autres que les Camerounais. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sortons aussi avec nos diplômes, les pays qui les reçoivent, un peu comme aux États-Unis et en France, ont toujours demandé l'authentification. C'est-à-dire que parce que même quand vous apportez le diplôme, ils estiment que c'est une présomption de connaissance et c'est une présomption des diplômes que vous avez. Donc c'est pour dire quoi? C'est une question sérieuse. Retenons simplement que la vie d'un État tient sur la qualité de son éducation. Cette justice à tête chercheuse serait donc un frein pour l'épanouissement juridique et démocratique du Cameroun. Et au sujet de cette affaire de fraude aux examens, les langues se délient de plus en plus pour revendiquer la libération des présumés fraudeurs. Mais que dit véritablement la loi à ce sujet? Nos reporters, une fois de plus, Patrick Ngoignon et Patrice Foucault, sont allés à la rencontre d'un homme de droit. Suivons plutôt. La fraude aux examens est encadrée par l'article 163 du Code pénal. Oui, l'article 163 du Code pénal dit que si les faits sont avérés, les coupables sont passibles d'une peine allant de 1 mois à 3 ans de prison ou d'une amende de 25 000 à 2 millions de francs ou l'une de ces deux peines. Voilà ce que dit la loi. Bon, maintenant, ils peuvent bénéficier des circonstances atténuantes parce qu'en leur qualité peut-être de délinquants primaires et autres, peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. Donc, le juge va apprécier. Pour le cas du jeune Kevin et compagnie, Maître Richard Tamfou fait appel à la socialisation de la jeunesse et brandit la présomption d'innocence. C'est vrai que dans ce pareil cas, je pense qu'une rééducation de Kevin
ou bien des mineurs qui sont impliqués dans le dossier aurait pu être plus avantageux. Parce que si nous voyons seulement à l'incarcération, c'est vrai que dans un souci, on veut peut-être dire que nous devons garder le standard de notre éducation. Mais je pense qu'à 17 ans, c'est un enfant qui a encore un avenir. Si vraiment l'infraction pour laquelle il est accusé. Et moi j'ai un problème parce que le code pénal parle fraude aux examens. Ça veut dire que c'est une infraction qui est commise soit lors d'une composition à l'examen, mais dans ce cas, tu vois, les enfants sont poursuivis même quand ils n'ont pas encore pu composer. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié par le juge d'instruction. Est-ce que notre code pénal a prévu la sanction à ce genre d'infraction lorsque l'examen n'a même pas encore eu lieu? Pour l'homme de loi, on assiste là à une justice à tête chercheuse. Tout ce que moi je déplore peut-être, c'est que notre justice a un peu été sélective. Parce que je sais qu'il y a une commission ministérielle qui avait ouvert une enquête et ces hommes aujourd'hui qui font l'objet d'une incarcération ne sont pas des fonctionnaires de l'office du bac. Les fonctionnaires qui avaient été indexés dans cette fuite aux examens ont plutôt eu une sanction administrative, une suspension de 3 mois. Moi je pense qu'il y a eu une injustice quelque part. Les mises en cause, au lieu de la détention préventive, devraient surtout bénéficier de la liberté provisoire, telle que stipulée dans les articles 221 et suivants. Nous avons ce qu'on appelle la liberté provisoire, ce qui peut être sous garant ou sous caution. Il a des parents, il pouvait être bien en liberté sous garant des parents pour répondre de ses actes devant la justice, voyant qu'il est en sa qualité de mineur. Bon, pour ceux qui sont majeurs, ils également peuvent bénéficier. Rien n'empêche cela, puisque c'est un délit qui a été commis, ce n'est pas un crime. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu assassinat, qu'on devrait qualifier cela de crime. C'est un délit. Et je pense que si telle est l'optique de notre justice, ils doivent bénéficier des mesures de liberté provisoire. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2020-2021, ce feuilleton judiciaire n'a pas fini de nous livrer toutes ses facettes. Toutefois, concernant cette fraude, les autorités compétentes comptent bien appliquer la réglementation en vigueur sans débat ni passion. Revenons dans la ville de Douala au sujet des affrontements qui ont eu lieu entre les éléments de force de sécurité et certains groupes séparatistes à Bamenda. L'armée s'était jurée de traquer ces derniers et bonne nouvelle, ce week-end dernier, l'un d'entre eux a été retrouvé, ce qui a poussé le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, à durcir le ton et à dénoncer et à prendre position et à faire part de l'avis des pouvoirs publics à ce sujet. Suivons ce reportage de Priscille Messeni. Le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'est indigné à la suite de l'assassinat criminel d'un jeune fonctionnaire de la police dans la capitale régionale du Nord-Ouest en début de semaine. Selon le ministre de la Communication, le MINCOM, l'acte barbare et ignoble s'est produit dans la journée du mardi 1er septembre 2020 aux environs de 12h30 au lieu dit City Chimiste. De ce fait, le gouvernement condamne avec la dernière énergie cet acte cruel commis par des bandes sécessionnistes qui viennent d'ôter la vie à un représentant de la force publique. Dans ce communiqué du MINCOM, le porte-parole du gouvernement a par ailleurs assuré que les services spécialisés recherchaient activement les auteurs de ce meurtre d'un jeune fonctionnaire de 28 ans affectueusement appelé par ses camarades Petit Bicolo. Le communiqué gouvernemental précise par ailleurs que l'assassinat a été perpétré par des individus en possession d'armes de guerre, lesquels ont délibérément et sans aucune concession ouvert le feu sur une patrouille de police du commissariat central de Bamenda. C'est dans la suite des enquêtes qu'on a pu avoir l'auteur de ces crimes. Plusieurs hommes ont été accusés d'être des éléments clés du mouvement des combattants séparatistes dans la région du Nord-Est Cameroun qui ont été abattus, comme le confirment certaines sources. Et ce dimanche matin, la ville de Bamenda a découvert le corps sans vie de Fonté alias qui a été tué au rond-point City Chimiste à Bamenda lors d'une opération menée par les soldats du bataillon d'intervention rapide selon des sources officieuses de la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. L'opération a également permis aux soldats de récupérer un pistolet AK-47, un pistolet automatique, des munitions, 2 téléphones portables et d'autres armes et objets. Pour le gouvernement camerounais, la multiplication des mouvements armés depuis 2017 a fait grimper le nombre de morts
dans cette partie du pays. En 2018 et 2019, on a compté officiellement plus de 160 morts parmi les forces de sécurité et plus de 400 civils tués. La tâche tendant à devenir indélébile malgré les efforts du gouvernement pour ramener définitivement la paix dans ces deux régions d'expression anglaise. Et dans la région du Nord Cameroun, à Garoua, le phénomène de prise en otage refait surface et devient de plus en plus légion malgré les efforts de l'armée camerounaise. Et le week-end dernier, une autre tentative a eu lieu à Bizarre, dans le département du Mayoluti, région du Nord Cameroun. Plus de détails au sujet de ces tentatives avec Patrick Ngoignan et Patrice Foucault. C'est un week-end triste et mouvementé que viennent de vivre les populations de Kérémé Bizarre 1 dans le département du Mayoluti, région du Nord. On a eu un enlèvement dans la nuit du 6 au 7, à 24h46. Donc M. Ahmad Zoumba a été enlevé par les éléments inconnus dans la nuit. Ils sont venus armés. Il y a 6 personnes qui sont venues armées dans son domicile. Ils sont venus, ils ont tiré sur son enfant, on l'a pris avec la force, avec des machettes. Il a eu même des coups de machette sur la tête, un peu partout. On l'a vraiment blessé. Les groupes de vigilance réunis en masse ont volé au secours de Aman Zourba, 64 ans, et chef de village de Kérémé Bizarre 1. Par la grâce de Dieu, les jeunes du village sont réunis, plus de 300 personnes qui l'ont suivi dans la nuit. Jusqu'à 8 heures, ils ont fait l'appel aux forces de l'ordre, le métier de l'ordre. Ils sont venus le secourir. Ils sont arrivés sur la montagne de l'Âme. C'est là-bas qu'on l'a récupéré. C'est à la suite des échanges de feu bien nourris que les forces de défense ont pu libérer l'otage grièvement blessé. Vers les environs de 8 heures, c'est les éléments de force de l'ordre qui sont venus pour récupérer là-bas. Ils ont changé de feu vraiment. Mais ça va, on l'a récupéré vivant, mais blessé. Mais tellement blessé. Donc, en Kérémé, nous sommes vraiment à l'insécurité. Nous sommes menacés par les gens comme ça. Un cri de détresse est lancé à l'endroit des autorités de la République. Je demande aux autorités de nous aider, qui viennent au secours de chez nous. Nous sommes vraiment en danger. Parce que ça là, c'est comme tu es parti toucher à quelque chose qui est dangereux. Et maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent encore venir en force pour nous finir. Puisqu'ils sont armés. Ils sont vraiment avec les armes de guerre. Aman Zourba se trouve actuellement à l'hôpital de Figuel en attendant son évacuation imminente pour l'hôpital régional de Garoua. Les populations, quant à elles, continuent de vivre la peur au ventre. En politique, l'élection des conseillers régionaux se tiendra le dimanche 6 décembre 2020. Le chef de l'État, à cet effet, vient de signer un décret portant la convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Les grands électeurs sont donc conviés à choisir les premiers conseillers régionaux au Cameroun pour le dimanche 6 décembre 2020 prochain. Plus de détails avec vous, Jean-Germain Edna. Ce sera donc le dimanche 6 décembre 2020 pour l'élection des conseillers régionaux, la toute première fois au Cameroun. Le décret numéro 2020/547 du 7 septembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux indique que les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures et à la lecture des textes présidentiels. Il ressort que le décret du chef de l'État, rendu officiel ce lundi 7 septembre 2020, est conforme aux dispositions légales, notamment au niveau de l'article 86 du Code électoral. L'élection a lieu le 6 décembre 2020 prochain. C'est un dimanche, comme le prévoit la loi. Et le scrutin va se dérouler de 8h à 18h, ce qui est conforme à la détermination des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Autre remarque,
entre la date de la publication du décret convoquant les collèges électoraux et celle fixée pour le scrutin. Là aussi, l'intervalle de 90 jours fixé par le code électoral a été respecté par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ainsi, ce délai de 90 jours donne le temps nécessaire à la préparation matérielle de l'organe en charge des élections au Cameroun et à la préparation politique au regard des enjeux et en considération des intérêts bien compris des principaux acteurs politiques que sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel. Et à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun, le président Paul Biya a exprimé son soutien aux côtés des victimes des inondations dernières. Plusieurs populations donc de cette localité ont bénéficié d'un don au cours d'une cérémonie de remise d'un important don de matériel, question de les soulager au lendemain de ces inondations qui ont créé d'énormes dommages. Plus de détails avec Charles Fisselanguet. Après la pluie vient le beau temps, ainsi pourraient souffler comme ouf de soulagement les populations des localités de Maroua 1, 2, 3 et Bogodon le Diamari. Après le sinistre des inondations dont ont été victimes ces populations de Pété, Moulvoudaï dans le département de Mayokani et l'arrondissement de Kaikai, Maga dans le département de Mayodanaï et l'arrondissement de Ouaza dans le département de Logone-Chari, le ministre de l'économie, de l'agriculture et de l'élevage ont procédé à la remise des dons à l'esplanade des services du gouverneur. Le docteur Sali Babani, maire de la ville, le principal hôte de cette cérémonie, aux élans de solidarité à ces populations qui bénéficieront des sacs de riz, du mil, du savon, de l'engrais et des denrées alimentaires de première nécessité afin de soulager ces habitants qui auront vécu une forte psychose provoquée par les fortes pluies. Merci, nos impressions sont positives. Nous recevons ces dons-là avec grande joie. Nous savons que nos populations en ont besoin et certainement ça va grandement les réconforter. Et nous disons comme ça un grand merci. Un grand merci au chef de l'État qui a pensé nous venir en aide en ce moment de crise. Et nous osons croire que Dieu va vraiment lui donner une grande récompense. Le peuple existe et c'est notre père. Nous sommes derrière lui depuis que la démocratie est là jusqu'à aujourd'hui, 1996. Parce que nous connaissons, c'est un père de famille qui peut venir à tout moment s'il y a des problèmes comme ça. La raison pour laquelle nous sommes avec lui et derrière lui. À cette occasion qui nous honore, le seul message que nous pouvons adresser au chef de l'État, c'est notre reconnaissance, c'est nos remerciements différents, c'est notre profonde gratitude par rapport, n'est-ce pas, à cette réaction prompte et significative qui s'est traduite donc à travers la multiplicité de dons de caractère extrêmement sensible. Une délégation promettait de se rendre dans la localité de Kaikai, mais l'état des routes ne serait visiblement pas favorable pour ce geste pourtant salutaire. Rendons-nous à présent à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour nous intéresser à cette messe spéciale dimanche dernier. Au sanctuaire marial des Toudi, les chrétiens catholiques ont élevé leur voix pour l'émergence du Cameroun, un Cameroun prospère et uni dans sa diversité, suivant le compte rendu de cette célébration avec Denise Ebele et Mohamed Essoumba. C'est depuis le mois de février 2020 que les pèlerins du sanctuaire marial des Toudi prient pour l'éradication de la Covid-19 dans le monde, en Afrique et au Cameroun. Une pandémie qui jusqu'ici n'a pas fait assez de dégâts au Cameroun, contrairement aux prévisions de certaines organisations internationales bien outillées scientifiquement. Nous reconnaissons donc ces succès, ces victoires grâce à la puissance de Marie. Nous rappelons que le Cameroun est un pays qui a été confié à Marie
Et Marie joue son rôle. Ce jour, en célébrant cette Eucharistie, nous avons remercié la Vierge Marie, nous avons remercié le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait par sa maman pour notre pays. Pour le prélat, le mérite revient aux autorités et aux médecins qui ont su promptement réagir face à la pandémie et les différentes mesures prises pour protéger les populations se sont avérées efficaces. Occasion idoine pour confier ces derniers au Seigneur, afin qu'il les inspire davantage. Le combat est loin d'être terminé, poursuit-il. Il faut donc continuer de prier. Dans la première lecture, nous avons suivi la vision de Saint Jean dans le livre de l'Apocalyptique, comment le dragon attendait que la femme enceinte puisse accoucher pour avaler cet enfant. Une lecture qui rappelle aux ouailles que le chrétien est un homme debout, qui combat et qui se bat. Ce n'est pas un homme qui pleure, mais c'est un homme qui prie et qui a confiance à la prière de Dieu. Ils ont également prié pour la diaspora camerounaise. Ils l'ont confié à Jésus-Christ par Marie afin qu'elle soit unie, qu'elle regarde dans la même direction et qu'elle œuvre pour la paix. Afin qu'elle soit unie, qu'elle regarde dans la même direction, qu'elle œuvre pour la paix, qu'elle soit la vitrine de notre pays, qu'elle marche la main dans la main, qu'elle soit véritablement la richesse de notre pays avec ses 10 régions, avec sa disparité sur tous les plans, sa diversité sur le plan culturel. La diaspora camerounaise devrait donc être unie autour des grands thèmes qui font du Cameroun un pays émergent. Marron ses pages internationales au Malawi où, pour subsister en cette période de Covid-19, des souris sont mises dans les assiettes par les populations. Regardons ce reportage. Des brochettes de souris, une friandise populaire vendue en bord de route au Malawi. Mais sur cet axe entre la capitale Lilongwe et Blantyre, les vendeurs sont plus nombreux qu'avant la pandémie. Pour cet agriculteur, c'est une question de survie. Depuis l'apparition du Covid-19, la vie est dure. Alors on dépend de la chasse aux souris et de leur vente pour gagner notre vie. La chasse aux souris est habituellement une affaire d'enfants. Les terriers sont enfumés, les rongeurs attrapés puis grillés, salés ou séchés. En plus d'être source de revenus, les souris apportent des protéines à la famille de Bernard. En temps normal, nous comptons sur mon mari et son travail. Mais quand les temps sont durs, on compte sur les souris parce qu'on n'a plus les moyens de se payer de la viande. Difficile d'estimer l'ampleur de la consommation de souris dans le pays, faute de données. En tout cas, les autorités sanitaires ne s'inquiètent pas du phénomène et ne déconseillent pas de manger le rongeur. Si jamais votre communauté arrive à chasser des souris, si vous y arrivez, c'est une source de protéines. Donc vous êtes libre d'en manger autant que vous voulez, du moment que vous atteignez la quantité requise de protéines. Le Malawi compte un peu moins de 6000 cas confirmés de Covid-19, mais son économie souffre de la pandémie. Les souris devraient rester au menu encore un moment, dans un pays où plus de 50% de la population vivait déjà sous le seuil de pauvreté avant même l'arrivée du virus. Et en Europe, les Européens sont appelés à respecter l'accord qui stipule le retrait. Suivons ce reportage de nos confrères de TV5 Monde une fois de plus. Ce nouveau round de négociations s'annonce extrêmement tendu. D'après le Financial Times, Londres voudrait revenir sur ses engagements. Le quotidien économique affirme qu'un projet de loi qui remettrait en cause l'intégrité de l'accord de retrait du Brexit doit être présenté mercredi. Il porterait notamment sur les réglementations douanières en Irlande du Nord, un dossier hautement sensible. De quoi provoquer l'inquiétude de Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi en rappelant Londres au respect du droit international. Un point de vue partagé par le négociateur en chef de l'Union européenne. Ce protocole est donc une condition pour préserver la paix, pour préserver l'intégrité du marché intérieur. C'est aussi une précondition pour la confiance entre nous, parce que tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté. C'est le gage de la confiance pour l'avenir. Donc j'interrogerai évidemment mon homologue David Frost cette semaine pour bien comprendre les intentions du gouvernement.
Les négociations sont au point mort. Elles coincent notamment sur les questions des aides publiques et de la pêche. Alors, avant leur reprise, Boris Johnson met la pression sur l'Union européenne. Il veut à tout prix qu'un accord sur les futures relations commerciales soit trouvé avant le 15 octobre. Faute de quoi, il menace de se retirer des négociations. Pour le chef de l'État conservateur britannique, pas question que les règles européennes s'appliquent au Royaume-Uni plus longtemps que la période de transition qui s'achève fin décembre. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 21h. Dans le cadre du programme Tout au clair, ce sera une présentation de Frédéric Moutomet et l'émission sera simultanément retransmise sur la page LTM TV officielle via le réseau social Facebook, bien sûr. Bonne soirée à tous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le